Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis le 28 octobre, où il a été au cœur de l'actualité au Bénin, cet homme arrivé troisième à l'élection présidentielle de mars 2016, ou encore deuxième ex-aequo, selon le président Patrice Talon, a disparu de la scène publique et politique. Il a même quitté la tête de ses affaires, mais il est resté un citoyen proche du peuple, puisqu'il n'a cessé d'apporter son assistance aux populations démunies. Il est également resté président du Conseil national du patronat béninois pour continuer d'apporter son expertise dans les affaires aux opérateurs économiques. Lui, c'est Sébastien Germain Ajavon et il a décidé ce jour de rompre le silence. Ce sera à travers cette émission spéciale animée pour vous par moi-même, Joël Akhofodi, avec Donkla Mabalo et Nadège Diouan. Sébastien Germain Ajavon, bonjour. Bonjour. Depuis octobre 2016, vous avez disparu de la scène politique et publique au Bénin. Dites-nous, qu'êtes-vous devenu? Merci beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes. Je dois juste vous dire que Sébastien Ajavon se porte très bien. Sébastien Ajavon, pendant 6 mois, a fait le ménage dans ses affaires autour de lui. Sébastien Ajavon n'est plus aux affaires, ne dirige plus ses entreprises, puisque Sébastien Ajavon a choisi désormais de devenir un acteur politique. Un acteur politique, ça veut dire que vous serez donc beaucoup plus présent sur la scène politique. Exactement. Monsieur le Président, on le sait aussi, les commentaires sont allés bon train depuis le 28 octobre 2016. Comment vivez-vous ces accusations? Vous savez, ça n'a pas été facile depuis ce temps pour la famille, les proches, les amis, les sympathisants. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les juges qui ont dit le droit pour cette épreuve, pendant cette épreuve. Je voudrais remercier ma famille, les sympathisants et tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur appui, leur soutien. Je dois dire que ça n'a pas été facile, mais quand on a la foi en son Seigneur, on arrive toujours à transcender les épreuves. Je dois vous dire aussi que c'était une épreuve très dur, mais qui est déjà derrière moi. Et maintenant, il faut passer à d'autres choses. Mais justement, Sébastien Germain Ajavon, on a suivi votre périple au tribunal et juste après le verdict des juges, vous êtes allé à l'église Saint-Michel de Cotonou, vous avez prié Dieu et vous avez pardonné également ceux que vous désignez comme commanditaires de cette affaire-là. Mais curieusement, aujourd'hui, vous revenez au devant de la scène avec une assignation. Est-ce qu'on doit retenir que vous n'avez pas pardonné ceux qui vous auraient fait ce que vous leur reprochez? Je vous remercie. Vous avez quelqu'un qui a la parole. Quand il dit quelque chose, il assume. J'étais allé à l'église parce que je pense que tout ce qui s'était passé le 4 novembre, la nuit du 4 novembre, quand même, c'était Dieu qui était au contrôle. Dieu est passé sur ses juges parce que je savais qu'il y avait beaucoup de pression, mais ils ont pu quand même tenir le coup. Je dois dire que j'ai pardonné. J'ai pardonné réellement le 4 au soir. Mais je n'ai pas oublié. De l'autre côté, j'ai pardonné, mais chaque jour que Dieu faisait, soit c'est une de mes entreprises qui était fermée, soit c'est des correspondances que le gouvernement, que l'État, soit par la HAC, envoie à des prestataires ou des partenaires à l'étranger pour me discréditer. Et chaque jour, il y avait toujours quelque chose qui s'ajoutait. Et il fallait mettre fin à ça. C'est pour ça que j'ai fait ces plaintes-là. Donc vous confirmez que vous êtes plaint au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme? Je me suis plaint au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme parce que nous avons élu un président de la République qui a prêté serment pour protéger les populations et doit respecter le droit de l'homme dans son pays.
Sébastien Javon, si tant est que vous avez confiance à la justice de votre pays, pourquoi est-ce que vous allez si loin? Vous auriez pu simplement saisir encore la justice de votre pays, puisque vous aviez dit tout à l'heure que les juges ont été éclairés. Vous savez, je dois vous dire, monsieur les journalistes, que la compétence béninoise, les juges ont leur compétence, mais il y a aussi la compétence internationale. Je ne suis pas seulement allé à l'international, j'ai fait une plainte contre Inks pour brise de scellé qui se trouve au niveau du tribunal de première instance de Cotonou, dont je ne pourrai pas parler aujourd'hui parce que c'est une plainte qui est déjà déposée pour qu'on puisse retrouver celui qui est allé ouvrir le conteneur dans le dos de tout le monde et celui, de facto, celui qui a mis la soi-disant cocaïne pure dans les affaires de la société commune. Et puisque ce n'étaient pas des conteneurs qui étaient destinés à Sébastien Javon, c'était des conteneurs qui étaient destinés à la société commune. Mais vous demandez 250 milliards de francs CFA, M. Sébastien Javon. Vous savez très bien que nous sommes dans une situation économique très difficile et que l'État, même s'il était condamné, ne pouvait pas payer 250 milliards. Certains Béninois pensent qu'un patriote ne peut vraiment pas demander ce genre de choses. Vraiment, cette histoire revient. C'était avec le président Yahi. Je disais à l'époque, quand le président Talon avait eu des difficultés et il y avait des procès, je disais, écoutez, si on pouvait commencer par faire payer par leurs propres deniers ceux qui commettent ces actes-là, je pense qu'on n'aurait plus des débordements de ce genre. Moi, je dois vous dire ceci. Vous savez qu'à cause de cette histoire de drogue, j'ai des contrats qui ont été résiliés, des contrats sur lesquels j'allais gagner 250 milliards en 5 ans. Je dois vous dire au passage qu'il faudrait que les gens comprennent qui est Sébastien Javon et quels sont les groupes qu'il représente. Je vous dis seulement au Bénin, sur les 10 dernières années, nous avons payé plus de 250 milliards à l'État. Je défie quiconque qui ait payé le 5e. Il n'y en a pas. Donc à partir de ce moment, Sébastien Javon n'est pas un homme ordinaire. Si le 2e ne fait que le 5e de ce que vous faites, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit normalement dorloter, chouchouter. Mais il se fait que, à cause peut-être de la jalousie, de la haine des Béninois, on arrive à tomber dans ces travers orchestrés, puisque jusqu'à présent, ceux qui ont mis la drogue dans les conteneurs ne sont pas connus. Vous parlez de 250 milliards. Ce n'est pas pour que Sébastien Javon s'enrichisse, puisque vous savez bien que Sébastien Javon s'est partagé. S'il n'en a pas, il ne partagerait pas. Dieu a fait ses œuvres. C'est peut-être un moyen pour permettre à Sébastien Javon, encore une fois, de s'occuper des plus démunis. Donc si l'État vous paye 250 milliards, vous allez prendre? Vous confirmez l'information déjà? Mais je confirme l'information, mais 250 milliards par rapport à ce que cette histoire est en train de créer sur la vie personnelle et économique, entrepreneuriale de Sébastien Javon, 1000 milliards ne feraient même pas l'affaire. Vous êtes fâché, monsieur le président du patronat? Pas du tout, je ne suis pas fâché, mais je suis en train juste d'attirer l'attention des autorités, en savoir l'Assemblée nationale, qui normalement devait ramener les gouvernants, même le chef de l'État, à la raison. Parce que quand vous savez que vous êtes en train d'enfreindre la réglementation, vous savez que les conséquences devraient arriver. Je vous dis, ils sont allés jusqu'à envoyer des courriers, des correspondances à des partenaires à l'étranger pour qu'on puisse cesser de travailler avec le groupe de Sébastien Javon. Et ça, comment on appelle ça? Le président de la République a prêté serment. L'Assemblée nationale devait veiller au grain pour que quand il y a ces dérapages, qu'on puisse rappeler le président de la République, le gouvernement à l'ordre et lui dire « Attention, ce que vous êtes en train de faire là, c'est du parjure ».
Est-ce que vous vous êtes plaint à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale n'est pas censée savoir tout ça. Mais je dois vous dire que je me suis plaint à beaucoup de personnes. Mais... Est-ce que vous l'avez fait officiellement? Parce qu'il y a des voies quand même pour porter plainte. Il y a la Cour suprême. Vous auriez pu saisir la Cour suprême. Oui, toutes ces procédures sont pendantes. Mais la procédure concernant les droits de l'homme ne peut se faire ici, sauf à la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle, vous savez comment ça délibère. Il a méconnu les tests. Oui. Et ça s'arrête là. Donc vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas eu une sanction, il n'y a pas eu un moyen de pression que les institutions béninoises pourraient mettre sur l'exécutif, c'est cela qui vous pousse à aller vers l'extérieur. Est-ce que vous pensez que la Cour africaine, après sa décision, pourra mettre un moyen de pression sur le gouvernement béninois? Je dois vous dire seulement qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, je ne peux pas faire une plainte avec constitution de partie civile, à savoir que demander des dommages et intérêts. Je ne pouvais pas le faire. Au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, la chose est faisable et c'est ce que j'ai fait. Cela ne veut pas dire que Sébastien Ajavon a déjà gagné. Chacun affûtera ses armes et nous allons nous rendre devant le juge. Et le juge pourra nous dire qui d'entre nous a raison. Mais quand on crée des dommages, il faut en faire face. Et si vous gagnez, vous allez empocher les 250 milliards? Moi, je dois vous dire seulement que ne regardez pas 250 milliards, c'est juste pour amener les dirigeants de ce pays à l'ordre. Et les 250 milliards, vous verrez, si j'étais amené à prendre 250 milliards, vous verrez que la vie de la population ne serait plus la même. Monsieur le Président, franchement, vous pensez que cette plainte, c'est pour laver votre honneur ou c'est pour récupérer les fonds en réalité? C'est les deux. C'est les deux. Parce que, vous savez, chaque année, j'ai un budget qui me permet d'aider la population. On veut m'empêcher de continuer d'aider la population. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y a même eu des contrats sur lesquels, en 5 ans, je pourrais gagner 250 milliards. Et c'est sur quelques contrats seulement. Et il y en a d'autres. Mais je dois vous dire, l'argent, ce n'est pas ça qui est important. Mais l'honneur, ça vaut plus que ça. Certainement que vous aviserez, comme l'a dit l'autre, en son temps, quand la Cour africaine va délibérer sur les 250 milliards. Sébastien Ajavon, alors, vous êtes le premier des opérateurs économiques du Bénin. Vous êtes le président du patronat. Au regard de ce que vous venez de développer par rapport à vos propres affaires, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du climat des affaires au Bénin? Comment appréciez-vous le climat des affaires au Bénin? Alors ça, c'est une très bonne question parce que, vous savez, je suis président du patronat. De toute façon, si j'étais un opérateur économique étranger ou pas, je réfléchirais par plusieurs avant d'arriver au Bénin. Puisque je suis le président du patronat, mais ça ne les a pas empêchés de mettre de la drogue dans mes affaires que je me retrouve gardé à vue pendant 7 jours. Vous êtes en train d'accuser, monsieur le président du patronat. Mais j'affirme, puisque malgré tout, le tribunal a dit le droit et a dit que c'était une relaxe au bénéfice du doute. Et ça, je ne l'ai pas apprécié non plus. Je ne me suis jamais approché de la cargaison. Aucun de mes employés ne s'est approché de la cargaison. Où se trouve le doute? Puisque de quoi il s'agit? Ceux qui ont chargé, ce n'est pas la société commune, c'est une société qui s'appelle BRF, Brazil Food. Et moi, la société commune n'a même pas acheté chez Brazil Food. La société commune a acheté via une autre société. Donc nous n'avons aucun contact direct avec la société Brazil Food. Mais le droit maritime est clair, hein? On ne peut rien inventer. À aucun moment, aucun agent de la société commune ne s'est approché de cette cargaison. À aucun moment. Ça a été dit au tribunal, ça a été redit par MSC, ça a été redit par la Cognier, ça a été redit par tout le monde. Mais où se trouve le doute? On sent que cette affaire vous tient à cœur, monsieur le président, mais nous allons avancer dans nos échanges. Joël parlait il y a un instant du climat des affaires. Le climat des affaires, c'est vrai que si Joël, vous... si vous permettez. Oui. Mais il se fait que, curieusement, les Béninois pensent que vous êtes retiré de vos affaires
mais vous continuez à être président du patronat. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un petit problème? Oui, c'est vrai, les Béninois m'ont vu me retirer de mes affaires. Je dois vous dire seulement que je suis directeur général ou président de plusieurs entreprises. Je suis encore et demeure encore président de quelques entreprises. Donc à ce titre, je peux toujours être le président du patronat. Et j'ai été élu au moment où j'étais président de plusieurs entreprises. Et je suis encore président de quelques entreprises. Donc à partir de ce moment, le problème ne se pose pas du tout. Alors, comment le président de quelques entreprises encore apprécie le climat des affaires au Bénin aujourd'hui? Je reviens à ma question. Je voulais en arriver pour dire, j'aurais réfléchi plusieurs fois avant d'arriver dans un pays où on peut formater ou inventer, aller mettre de la drogue dans les affaires des autres et sans être puni. Vous savez, aujourd'hui, les chefs d'entreprise qui font de l'importation ont tous peur. Ils se disent, est-ce qu'on ne va pas découvrir de la drogue dans nos conteneurs? C'est réel. Et vous allez constater même que les importations ont quand même diminué. Surtout dans la période où il y a eu l'événement, les gens avaient eu vraiment peur. Il y a des gens jusqu'à présent qui sont obligés d'importer sur d'autres noms, au risque de voir leur conteneur ouvert et qu'on introduise quelque chose là-dedans. Ça, c'est pour les importations. Mais sachez que notre pays a un budget essentiellement fiscal. Contrairement à ce qu'on peut vous dire, c'est l'importation qui fait vivre notre pays. À la date où nous vous parlons, c'est encore l'importation. Sans l'importation, il n'y aurait pas de salaire. Il n'y aurait pas de gabégie dans les dépenses que le gouvernement est en train de faire. Il n'y aura pas de ressources. Et donc, c'est l'importation qui est la base de notre développement d'aujourd'hui. Et je vous dis, je doute fort que des entreprises qui n'aient pas de relation avec le cercle du président de la République puissent importer aussi facilement. Puissent venir s'installer au Bénin. Oui, mais est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président, que le PVI qui vient d'être relancé, est-ce que ça veut dire que ce programme de vérification aura beaucoup de difficultés à prospérer? Voilà encore une connerie. Le programme... Pourquoi vous appelez ça connerie? Oui, le programme de vérification de l'importation dont on parle. Pourquoi ce n'est pas en Europe? Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'on amène ces... Mais ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans d'autres pays Mais africains. je parle de l'Afrique. Mais ce n'est pas parce que les gens font mal que nous allons les copier. Ce qui s'est passé avec cette histoire de PVI à l'époque, nous on a perdu des plumes, on a perdu des milliards, nos entreprises au Bénin. C'est juste, PVI ça veut dire quoi? On vient se gréver sur les importations par une société privée qui prend de l'argent sur chaque conteneur débarqué au Bénin. Non, il y a le scanner quand même, Monsieur le Président. Je vais vous expliquer. De la vérification. Je vais en arriver. Je vais en arriver. Le scanner, on pouvait doter de notre port des scanners. La douane devait avoir ces scanners depuis. Et ces scanners, je vous jure, même à 4 scanners, on serait autour de 10 milliards. Et donc, ça allait être la propriété de l'État. Et si on doutait même de la franchise des douaniers, on pouvait mettre des unités mixtes. On pouvait faire d'autres combinaisons pour mieux cerner la chose. Mais on n'a pas besoin d'amener une autre entreprise privée il se fait que cette entreprise est ou était l'entreprise de notre président de la République. Il n'est plus propriétaire de cette entreprise. Mais il a été, même pour l'éthique, seulement l'éthique, cette entreprise ne devrait plus faire affaire avec l'État. Ça, c'est pour ce qui concerne le scanning. Le scanning,
avec 10 milliards sur plusieurs années, nous allons gérer correctement le scanning et contrôler, scanner plusieurs conteneurs chaque année. Mais je vous dis, le scanning seul pourra coûter aux contribuables béninois chaque année minimum 10 à 15 milliards. Le scanning seul. C'est comme ça qu'on gère un pays. Donc pendant ce temps, on dit qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Mais il y a quelques-uns qui se grèvent sur l'opération d'importation que nous faisons pour s'enrichir sur le dos du contribuable. Donc vous pensez que c'est un moyen détourné pour... Mais je viens de l'expliquer. Pour se mettre au beurre. Je viens de l'expliquer. Il n'y a pas de raison de confier le scanning à des privés. C'est la douane qui doit faire ce travail. Il faut tout faire pour que nous comprenions que nous devons équiper notre douane. Quand vous allez à l'aéroport, vous allez voir le scanner. Qui sont autour de ces scanners-là? C'est des douaniers. Parce que là-bas, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas d'argent à prendre sur chaque bagage qui passe. Mais Au port, chaque conteneur, qu'il soit scanné ou pas, est facturé par qui vous savez. est-ce que ça veut Monsieur dire le que vous Président. allez cesser d'importer, M. Sébastien Djama-Javon? Je suis un Béninois et personne ne n'arrêtera mes importations dans le pays. Si c'est fait dans les règles de l'art, nos problèmes, si on voulait l'empêcher. Mais si c'est fait malencontreusement, arbitrairement, je vais me plaindre à qui de droit pour pouvoir avoir réparation. Mais ça, ce n'est que le scanning. Il y a le tracking. Le tracking, c'est le suivi des cargaisons juste d'un point A à un point B. Est-ce qu'on a besoin d'aller prendre une société privée pour faire cette opération-là? Parce que le tracking, tout le matériel, le dispositif ne coûte même pas plus de 3 milliards. Et ça, c'est pour de bon. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'entreprise dont il est question, qui appartient à qui vous savez, ou aux parents, aux proches de qui vous savez, c'est interdit. En tant que chef de l'État, il ne peut plus faire des affaires Le avec l'État. président a répondu à cette question lors de sa dernière sortie. Il dit que ce n'est pas parce qu'il est président de la République qu'il va détruire tout ce qu'il a construit de ses mains depuis des années. Il aurait évité d'être le président de la République. À partir du moment où tu es président de la République, aucune de tes entreprises, ni de ta femme, ni de tes enfants ne peut plus commercer, ne peut plus faire des affaires avec l'État. Ça, c'est même pas possible. Je dois vous dire, pour un investissement de 3 milliards pour le tracking, je suis sûr qu'en une seule année, l'entreprise touchera près de 10-15 milliards. En une seule année. Vous voyez ce que ça veut dire? Et pendant ce temps, regardez la misère du peuple. Mais regardez ce qui se passe. Mais le chef de l'État l'a reconnu. Il dit, vous avez faim. Mais comment un chef, un père de famille, peut reconnaître que ses enfants ont faim et ne pas trouver une solution? Oui, il y a la Le solution. PVI Il y a été revu justement, parce que c'est pas comme ça se faisait il y a des années en arrière. Ça a été revu, c'est ce que le président a déclaré. Mais je dois juste vous dire que le PVI a été revu. Mais qui c'est qui en est le bénéficiaire effectif? Qui c'est qui, derrière, prend de l'argent sur chaque conteneur? Est-ce qu'on peut me dire que la société Béné Contrôle ne prend pas de l'argent sur chaque conteneur? Je défie quiconque qui puisse me le dire. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait associer les douaniers pour le contrôle. Nous voulons le contrôle. Sans contrôle, on ne peut pas améliorer les ressources. Mais c'est un contrôle qui est mal fait. Je dois vous dire, avant même que le PVI ne se remette en selle, là, vous savez que nous sommes dans l'importation, par exemple, de la volaille, du poisson, de l'huile, j'en passe. On était à 100 francs la valeur consensuelle. Aujourd'hui, nous sommes à 250 francs la valeur consensuelle. C'est-à-dire que les produits seront plus chers? Mais il y va de soi, puisque c'est 60 et quelques %
que nous payons sur cette valeur-là. Donc on est passé de 1 à 2 fois et demi. Est-ce qu'on veut affamer davantage la population? Oui, mais en tant que président du patronat, vous devez pouvoir être consulté sur ce genre d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pont est totalement rompu entre le patronat et le gouvernement au point de ne même pas discuter sur des questions essentielles qui engagent les affaires. Vraiment, c'est une très bonne chose. Avant même que le budget n'aille à l'Assemblée, le budget 2017 n'aille à l'Assemblée, on a eu une concertation avec le ministère des Finances qui s'est déplacé avec les cadres et on leur a dit, écoutez, vous ne touchez pas à ça, ça. Ils ont dit oui, mais après ils sont allés, ils ont tout changé. Et ce que nous constatons aujourd'hui, on fait le contraire de ce que l'on doit faire pour que le peuple puisse respirer et manger. Aujourd'hui, on fait 4 avant de faire 1. Vous savez, au temps du président Yahi, il faisait 2 avant de faire 1. Mais aujourd'hui, on fait 4 avant de faire 1. Mais ce n'est pas possible. Quand vous prenez la volaille, idem. On avait l'habitude de payer 7 millions ou 6 millions et quelques. Aujourd'hui, on paye 8 millions. C'est normal pour des marchandises qui ne sont pas consommées au Bénin. En fait, 80-90% de nos importations sont destinées à la population nigériane. Normalement, ça devrait être en transit. Ça ne devrait rien payer. Mais nous sommes voisins du Nigeria. Nous devons en profiter. Et c'est pour cette raison que depuis, avec les gouvernements successifs, nous nous sommes entendus pour aider notre pays. Et c'est ce qui fait que nous payons des droits de douane. Comment est-ce qu'on peut payer si tant d'argent? Monsieur le Président, à vous entendre parler, on a l'impression que le partenariat public-privé ne marche pas. Et pourtant, beaucoup de tests ont été pris. Des lois ont été votées, même si la Cour constitutionnelle est revenue sur cette loi. Quand même, vous êtes le président du patronat. Qu'est-ce qui se fait concrètement dans ce domaine-là? Ou bien vous avez complètement rompu le pont avec le gouvernement? Je dois juste vous dire que j'ai rompu, je me suis mis à l'écart parce qu'ils ont voulu me mettre à l'écart aussi. Je m'y plais bien, mais je suis toujours là pour apporter les conseils. Je ne suis pas le gars qui critique sans apporter les conseils, sans apporter les solutions. Le partenariat public-privé, c'est d'abord l'environnement qu'il faut gérer. Si vous faites peur aux investisseurs, je ne vois pas comment vous pouvez réaliser réellement le partenariat public-privé. Je viens de vous dire que nous avions eu à discuter et nous avons constaté que nos discussions, ils nous ont donné même l'accord avant d'aller à l'Assemblée, mais ils ont changé les tests. Que ça ne soit pas passé au niveau de la Cour avant d'être exécuté, c'est juste des grés. Le partenariat public, c'est pour accentuer les grés à gré. Moi, je ne suis pas contre le partenariat public-privé, puisque mon projet de société en tant que candidat à l'époque, c'était basé sur le partenariat public-privé, mais de bonne qualité. Donc, tel que ça se fait aujourd'hui, ce n'est pas de bonne qualité? Je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui, je prie le Seigneur que l'on puisse faire même l'énergie et qu'on ne soit pas en mesure de le consommer parce que ce serait trop cher. Si sur chaque affaire, une affaire qui doit coûter 100 milliards coûte 150 milliards, ce que nous pouvons expertiser un jour. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là? Il faudrait que l'on comprenne que si un jour on demandait à expertiser le travail et qu'on voit qu'il y a eu de la surfacturation, que les gens puissent en répondre. Parce qu'on ne peut pas continuer de tromper le peuple comme ça et d'assécher le pays. Partenariat public-privé, c'est la meilleure des choses. Mais il faudrait que ça se fasse dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas le cas. Monsieur le Président du patronat, vous l'avez dit, le climat des affaires se dégrade de plus en plus au Bénin. Mais vous nous avez vendu l'homme Patrice Talon, aujourd'hui président de la République. Est-ce que vous pensez franchement qu'il y a espoir pour le peuple béninois? Il reste 4 ans encore pour le président de la République.
je me sens un peu responsable. C'est la première fois que je me sens responsable de l'avènement d'un chef d'État. Je dois avouer que pendant tout le temps, pour le président Yahya Boni, je n'ai jamais été avec lui pour l'amener. Mais aujourd'hui, je me sens un peu coupable. Mais on était aux élections. La Cour a proclamé ce qu'elle a proclamé. J'étais 3e ou 2e ex-aequo. Je n'ai pas contesté parce qu'on s'est dit, écoutez, ce n'est pas la peine de contester parce qu'il y avait des éléments pour contester. Mais ce n'était pas nécessaire. Et on a dit, entre les deux, il fallait choisir un. Et comme l'autre était quand même un chef d'entreprise, même si c'était un chef d'entreprise qui évolue dans le secteur des marchés, des décrets, des arrêtés, il n'en demeure moins qu'il soit un chef d'entreprise. Alors, malgré toutes les pressions, nous avions décidé en notre âme et confiance de lui apporter notre soutien. Ce qui fut fait. Mais je vous dis, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Aucun de ces engagements n'a été respecté. Mais il a été dit que même sans vous, il aurait été président de la République. Votre soutien n'a pas été vraiment déterminant dans le choix du peuple béninois. Il ne serait pas venu réclamer, demander et même... Il ne serait pas venu me voir pour mon soutien. S'il était sûr que même si j'ai eu 23% ou 22%, hein, et il a eu 1% de plus que moi. Et donc, regardez le résultat au second tour. Vous allez comprendre que si j'allais de l'autre côté, lui n'aurait jamais été président. Le bilan économique. Mais Dieu a voulu qu'il soit président de la République. Je ne reviens pas là-dessus. Le bilan économique actuel vous fait regretter votre choix? Vraiment, je viens de le dire tout à l'heure. Je suis un peu déçu. Je suis très déçu. C'est très tôt. Il y a juste un an. Il reste 4 ans. Je dois vous dire que normalement, après un an de gouvernance, si le peuple, au temps du président Yahya Boni, mangeait une fois et demie, aujourd'hui, le peuple mange une fois. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Je ne peux concevoir que moi, je sois au pouvoir et que je ne puisse pas faire mieux que le président Yahya Boni. Tout au moins, la première année, nous aurions eu un peuple qui se dise, au moins nous mangeons à notre faim. Et il ne faut pas faire de grosses... C'est pas de grands efforts. C'est juste de réduire les droits et taxes à l'entrée. C'est juste de réduire les droits et taxes. Tenez, le président de la République a dit la dernière fois qu'il faudrait qu'on change. Qu'on change de direction, qu'on change de modèle économique. Mais lui-même, dans la même émission, a dit « ça prendra du temps ». Alors, quand on dit ça, quand on sait que ça doit prendre du temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord avec ce qu'on a. On l'entretient en attendant que l'on mette un soi-disant modèle, un autre modèle économique, à savoir la production. La production, ce n'est pas du jour au lendemain. Je dois vous dire, ils ont été dans la production, ils ont été dans le coton des décennies. Quelles sont les usines qu'ils ont mis en place pour fabriquer les tissus? Oui, justement, parlant du coton, Monsieur le Président, aujourd'hui, la campagne cotonnière 2016-2017 est positive. Le Président de la République l'a dit. On n'est pas loin des 400 000 tonnes, je pense bien. Donc là, 400 000 tonnes. Il y a quand même On va du même bon. dépasser les 400 000 Il y tonnes. a du bon, il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Vous voyez, vous avez affaire à quelqu'un qui est un agrégé en économie appliquée. Vous ou qui? Moi, à Sébastien Javon. Lui aussi, il a un expert en économie appliquée. Non, bon, c'est pour ça, moi, on ne me trompe pas.
Et je vais éclairer la lanterne de la population. Vous pensez qu'on trompe? Je vais vous éclairer aussi parce que vous pensez déjà qu'il y a de l'espoir. C'est quand même... Ils ont parlé de 400 000 tonnes. Oui. Et c'est des privés qui sont dans un secteur depuis des décennies. Vous prenez un secteur en tant que privé. Si vous ne faites pas mieux que le président Yahya, dans ce secteur dans lequel vous êtes et dans lequel vous avez le monopole, contrairement à ce que le chef de l'État dit, je n'ai mis un franc. C'est lui et moi qui avions discuté de ça. Pour dire, vous ne devez plus mettre de l'argent dans le coton. Permettez à quiconque qui veut importer les intrants de le faire librement. Comme nous avons plus de 50 entreprises qui opèrent dans notre secteur d'activité. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'arrêté. Pour dire c'est toi seul qui vas importer. Il n'y en a pas. Je ne vois pas quel est leur mérite. Si on avait permis aux chefs d'entreprise d'importer librement leurs intrants agricoles sur lesquels il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de droit payé. Ça rentre sans payer les droits. Donc, qu'on dise aujourd'hui qu'il y a 400 000 tonnes, qu'est-ce que ces 400 000 tonnes rapportent réellement à l'État? Ça vient relancer l'économie. C'est J'en l'emploi viens. qui a été créé. J'en viens. Je dis qu'on cesse de dire on n'a pas mis un franc. Puisque on ne paye pas les droits et taxes à l'entrée. Ce n'est pas ici qu'on fabrique les intrants. Ceux qui parlent, les champions de la production. Le chef de l'État a voulu dire qu'on ne subventionne plus le coton. Mais ce sont toujours eux qui avaient bénéficié de la subvention à l'époque. Moi, je ne suis pas dans leur histoire. Hein. Moi, je n'ai jamais fait de marché d'État. Je n'ai jamais fait d'intrants. Hein. Mais ce que je dis, il dit on ne subventionne plus. Mais il ne laisse pas la possibilité aux autres importateurs de faire ce travail-là. Parce que c'est du business, c'est de l'import. Mais qu'on permette à tout le monde d'importer comme ça, on aura des intrants moins chers pour les paysans. Parce qu'il y aura la compétition. Pourquoi ne veulent-ils pas ouvrir la compétition? Pourquoi l'État doit fixer le prix du coton? Quel est le rôle de l'État? Vous dites, il vient de dire qu'il n'a plus mis un franc. Quel est son rôle pour continuer d'actionner dans cette filière? Faire les arrêtés et donner le marché à ses copains. Mais l'année prochaine, il y aura peut-être du mieux. Mais je dis, je ne suis pas celui qui a l'habitude de faire seulement des critiques. J'apporte des solutions. Alors, quelles solutions vous apportez dans le cas précis Dans le cas du coton, il faut permettre à tout le monde, aux usines. Mais si j'ai une usine, j'ai besoin de matières premières, je dois aller négocier avec les paysans directement. Je ne passe pas par le chef de l'État pour aller négocier avec les paysans. C'est le cas maintenant? Mais l'usine de Valence à Niki, si on ne lui permet pas de travailler, il fera comment? Tel que ça se passe aujourd'hui. Mais qu'on permette aux paysans de dire, moi je veux vendre mon coton à tel prix, et qu'ils le vendent même avant de produire. Il y a cette possibilité-là. C'est comme ça qu'on gère une filière. Ce qui se fait là, ce n'est pas gérer une filière, c'est se faire de l'argent sur le dos du paysan et sur le dos du contribuable, puisque ça ne paye pas de droits de douane avant, les intrants ne payent pas de droits. Les insecticides, les pesticides, les engrais, tout ça, ça ne paye pas de droits. Alors, on vous parle de 400 000 tonnes et qui ne rapportent rien à l'État, qui fragilisent nos terres. Est-ce que... Et on ne va pas jusqu'au bout de la chaîne. On ne produit pas le textile. Nous avons le coton et nous l'envoyons brut comme ça. Et pourtant, le modèle économique
eux, ils avaient déjà le coton, ils avaient le monopole. Ils pouvaient mettre des usines pour fabriquer le textile. Monsieur Sébastien Javon, dites-nous, que gagne concrètement aujourd'hui le Bénin à continuer par faire le coton? Le Bénin, premièrement, gagne du fait que les gens trouvent du travail. Ça, c'est pas rien. Il ne faut pas négliger. C'est très important. Le second point, c'est que le Bénin engrange des devises. Ça, c'est pas rien non plus. C'est très important. À part ça, ce n'est pas le Bénin qui gagne, c'est plutôt les gens que vous savez. Qui continue par gagner. Monsieur Sébastien Javon, nous allons rester toujours dans le domaine commercial. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, vos importations vont à hauteur de 90% vers le Nigeria. Mais aujourd'hui, on sait que le Nigeria traverse une crise qui agit d'une manière ou d'une autre sur l'économie béninoise. Quelles sont les solutions que vous proposez justement pour pouvoir aider les opérateurs économiques béninois? Merci. Vous voyez, vous avez dit quelles sont les solutions que vous préconisez, vous proposez. Ça veut dire que M. Javon n'est pas quelqu'un qui critique tout le temps, mais qui apporte des solutions. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut tout de suite baisser les droits et taxes. La monnaie nigériane est en train de se renforcer déjà. Si le gouvernement lui-même porte un coup fatal à la consommation au Nigeria via le Bénin, nous n'aurons aucun résultat. Nous aurons toujours des problèmes dans notre trésorerie et dans nos recettes. Je vous dis, nous avons une fiscalité de porte. Nous n'avons pas une fiscalité intérieure. Ça veut dire que c'est l'importation et la réexportation. Si nous ne permettons pas à celui qui vient acheter notre produit d'avoir la capacité, le pouvoir d'achat pour y arriver et que l'État se permette de gonfler, d'augmenter les droits et taxes, ce serait la chute qui va continuer. Je peux vous dire, cette année est déjà finie. Parce que quand tout ça, il faut voir d'avance. Il faut tout préparer. Et ça, ils ne savent pas le faire. Mais quand on ne sait pas faire, on s'entoure des meilleurs. On ne poursuit pas les meilleurs pour les sortir du pays. On les chouchoute. Pour moi, la crise au Nigeria, là, n'est pas une chose insurmontable. C'est une opportunité, selon vous? Le Nigeria reste et demeure une opportunité, contrairement à ce que le chef de l'État a dit la dernière fois. Il n'a jamais dit le contraire, le président. Si. Il a dit qu'il faudrait que le Nigeria cesse d'être une opportunité pour nous, avec son modèle que lui pense, et qu'il lui-même dit, attention, ça va prendre du temps. En attendant que le temps qu'il ne puisse mettre ce modèle en place, qu'il laisse ce qui existe et qu'il l'accompagne. Tenez, vous savez que un ministre a écrit et a demandé aux populations de ne plus manger les produits congelés. C'était une recommandation. Ce n'était pas une injonction. Le ministre a dit qu'il déconseille fortement aux populations de continuer à consommer ce genre de produits à cause des raisons sanitaires que nous connaissons. Mais je vais vous dire, mes chers journalistes, vous savez, les produits congelés sont les produits les plus contrôlés au Bénin, en importation. La production ici, aucun vétérinaire ne va surveiller ce qui est produit localement. Mais tout ce qui vient en importation, avant d'ouvrir un seul conteneur, la direction, les services vétérinaires sont là. Ça veut dire quoi? S'il y a un petit problème, et les problèmes, ça ne manque pas, c'est cyclique. Il y a la grippe aviaire à tel endroit, il y a ci, il y a ça. C'est pour ça que les vétérinaires sont là. Et au passage, ils ne sont plus nombreux. Il faudrait que le gouvernement, j'aurais été à leur place, j'aurais déjà recruté des vétérinaires. C'est les médecins après la mort.
Ils disent, ne consommez pas. C'est quelque chose que vous-même, vous avez contrôlé. Pourriez-vous dire de ne pas manger? Et vous avez perçu des droits de douane dessus? Mais je vais les attirer pour ça aussi. Non, il faut que nous soyons dans un pays normal. Monsieur Sébastien Djama-Javon, le reproche que vous faites aussi, c'est d'assigner très facilement les paisibles citoyens. Chaque fois qu'il y a un problème, vous parlez d'assignation. Est-ce que c'est votre façon de régler les problèmes? Mais que puis-je faire d'autre? Nous mettons de l'ordre dans le pays. L'impunité, il faut que ça s'arrête. Moi, mon problème, c'est que le peuple puisse vivre correctement. Et sans qu'on ne va pas mettre de l'ordre dans la maison. Mais le chef de l'État a dit à Parakou, est-ce que vous êtes prêts pour l'impunité? Mais c'est à nous qu'on va parler d'impunité. Et c'est dans l'autre cas que l'impunité se trouve. C'est pas moi qui ai demandé de ne plus poursuivre qui que ce soit. Moi, je suis poursuivi, ils m'ont gardé à vue. Pendant ce temps, est-ce que vous savez que le code de procédure pénale dit c'est quand la personne n'a pas de garantie de représentativité que vous le gardez, que vous la gardez. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Sébastien a été gardé à vue. De quoi le chef de l'État a peur avec ses ministres? Il faut qu'il apprenne à aussi être gardé et voir ce que c'est. Il a été gardé une fois. Non, 24 heures, c'est rien du tout. Monsieur le Président, moi j'en ai eu multiplié par 7 quand même. On va revenir à la question du Nigeria. Est-ce que vous pensez que le géant de l'Est n'est pas suffisamment pris en compte dans la stratégie gouvernementale? Mais ce n'est pas moi qui ai dit. Le chef de l'État a dit il ne faudrait pas que les échanges de Naira et les baisses de Naira nous soient fatales. Il faudrait qu'on aille dans une autre approche. Mais avant même que l'approche ne soit prête, l'autre approche, il faut entretenir celle-là. Celle-là qui leur permet de voyager, de payer les salaires et de vivre comme ils sont en train de vivre. Certainement, c'est dans le cadre de leur stratégie qu'ils ont lancé un programme d'action de gouvernement, un programme ambitieux. Monsieur Sébastien Djama-Javon, vous avez suivi ce programme, le PAG, même le budget 2017 du gouvernement. Que pensez-vous de toutes ces initiatives? C'est quand même ambitieux. Je vous remercie. Vous savez bien que je suis quelqu'un de très ambitieux, mais mes ambitions ne sont pas démesurées, moi. Je dois juste vous dire que par rapport au budget, j'ai dit à tous les députés qui voulaient m'entendre, vous ne pouvez pas attendre maximum 700 milliards de recettes intérieures et aller prêter 1250 milliards. Ce n'est pas possible. Vous allez payer comment? Puisque le PAG dont il est question, c'est 9 000 milliards. Ça veut dire qu'il faut être à 1800 milliards de budget chaque année pour arriver là. Mais le ratio, les agrégats, si même ils n'ont pas fait l'économie pratique comme nous. Il y a de grands économistes autour qui ont pensé la chose, qui ont sorti le document. Mais l'agrégat dit clairement que quand tu n'as pas 50% de recettes, tu ne peux pas aller prêter le double. Les 50% restants, tu ne peux pas aller les prêter puisque tu vas payer comment? Le Bénin va payer comment? Je vais vous dire ce qui se passe. Le président de la République a dit quelque chose la dernière fois. Vous avez vu, même vous-même, vous y avez contribué. On a fait un emprunt obligataire de 150 milliards, on a dépassé. Nous allons y revenir, oui. Bon, d'accord. Mais je dois vous dire seulement que, vous savez, ce qu'il ne vous a pas dit, le chef de l'État, c'est que dans cet emprunt obligataire, la Caisse nationale de sécurité sociale seule, à elle seule, a donné 40 milliards. Est-ce que c'est interdit?
J'arrive. Les banques ont été forcées de payer, sinon on viendrait leur ramasser les DAT, les dépôts à terme de la caisse qui se trouvent être dans les banques, dans toutes les banques du Bénin pratiquement. On leur a dit, si vous n'accompagnez pas, nous allons retirer les dépôts de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui n'appartient pas à l'État. Qu'ils vous souviennent, on s'est battu pour que le président de la République, le président Yahi Boni, ne puisse s'en saisir. Je suis parti de là. Métoyon était PCA, président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'est battu pour que la Caisse se porte toujours mieux. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le tour du patronat. Et j'ai envoyé mon premier vice-président qui est proche du groupe Talon. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale pour prêter à l'État ou prêter aux entreprises en griffe du secteur privé, mais cautionné par la Caisse. Vous portez des accusations non, très graves, monsieur le président je ne du patronat. porte pas du tout d'accusations. Est-ce que d'accusations. la responsabilité du patronat n'est pas engagée? Parce que c'est quand même un représentant du patronat qui est président du conseil d'administration de la Caisse. C'est pour cette raison que je suis en train de décliner ma responsabilité et la responsabilité du patronat. Je dis, nous, en notre temps, nous n'avions fait aucun dépôt à terme qui n'ait dépassé 4 ans. À 4 ans, c'est déjà un dépôt à terme à long terme. Et ça vous permet de voir arriver, quand il y aura un problème avec cette banque-là, vous puissiez retirer un maximum de ce que vous avez mis en dépôt. Mais vous savez ce qu'ils sont en train de proposer? De faire un dépôt à terme de 12 ans, 14 ans. Un dépôt à terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend l'argent de la Caisse, on bloque pour une longue période, et ça permet aux banques qui ont pris cet argent de prendre aussi des engagements à long terme. Oui, mais si l'argent de la Caisse ne travaille pas pour l'instant, il faut bien tourner l'argent pour que cela puisse rapporter à la Caisse. Mais c'est ce que nous avons toujours fait, mais dans des courts délais. On ne peut pas mettre l'argent de la Caisse dans les banques pour 12 ans. Monsieur Sébastien Javon, est-ce que la CNSS couvre vraiment des risques en plaçant pour 12 ans? Où est le problème? Je dois juste vous dire que la CNSS court des risques très importants en plaçant pour 12 ans, parce que si on place pour 12 ans et que les banques arrivaient à perdre leur chiffre d'affaires et autres, ou à disparaître, c'est la Caisse qui perdra toute sa mise. Et donc, c'est pour cela que nous avions l'habitude de ne pas dépasser 4 années. Parce on a le temps de voir venir et de réduire le DAT que nous avions auprès de ces banques-là. Est-ce qu'il y a un encadrement juridique qui interdit ça? Est-ce qu'il y a des textes qui interdisent qu'on place pour 12 ans? Oui, il y a un encadrement au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qui dit qu'il y a des prêts, des DAT à long terme, à moyen terme et à court terme. Et ce que nous mettons dans le long terme au niveau du DAT, c'est maximum 4 ans. On ne saurait aller au-delà de 4 ans pour un dépôt à terme dans une institution financière au Bénin. Oui, mais quand on fait un dépôt, il y a toujours des garanties. Il y a les assurances qui sont là pour qu'en cas de perte, qu'en cas de problème, subvenir ou bien intervenir pour rembourser. Où se trouve la crainte? Vous savez, le vrai problème au niveau de la Caisse, c'est que quand une banque tombe en faillite, c'est
la caisse, l'épargnant qui a le plus d'argent vient en dernière position. C'est d'abord, on commence par les petits épargnants et il y a les employés. C'est bien après que les gros épargnants arrivent. Et dans ce cas, rassurez-vous, quand il y aura un crash du genre, la caisse perdra. Ce sont les populations béninoises qui risquent d'avoir des problèmes. Tout à fait, les employés, les employeurs qui cotisent auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale auront de gros soucis pour leur retraite. Et ça, travailler des années et se retrouver dans une situation de mauvaise gestion et qui entraîne l'arrêt de votre paiement de pension, c'est dramatique pour nous tous. Monsieur Sébastien Ajavon, le gouvernement, dans le cadre du PAG2, du PAG du moins, est certainement en train de chercher les moyens pour financer les nombreux projets. Alors, entre autres projets, on a parlé également de l'embellissement des villes, ce qui a été fait un peu partout. Vous avez suivi dans Cotonou, il y a eu l'opération de déguerpissement. Non, plutôt la libération des espaces publics. Bon, d'accord. C'est le terme à chacun son expression. Monsieur le Président, vous qui êtes très proche des populations, que pensez-vous de cette opération? Vous-même, vous voyez combien de termes on cherche à trouver pour nuancer ou pour améliorer un peu le désordre qui a été fait. J'appelle ça désordre. La ville est plus belle, la ville de Cotonou est plus dégagée. C'est plus aéré, on circule plus librement. Oh, et ça? Il n'y a plus d'embouteillage. Ah, là, vraiment. Bon, je dois vous dire quelque chose. C'est une opération de casse. Moi, je l'appelle, ils ont cassé les gens. Le chef de l'État a dit, oui, nous avons un projet de construire les marchés. Mais il nous faut les études. Mais écoutez, les études n'ont pas été faites. Mais on est allé déguerpir ou bien libérer. Les études prennent du temps, c'est ce qu'il a dit aussi. Mais on le sait tous. Donc on ne va pas libérer avant d'aller faire les études. C'est très grave. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il y a un problème. Il y a un problème de méthode. On fait 4 avant de faire 1. Oui, mais est-ce que vous saviez, M. Sébastien Germain-Javon, que les populations étaient anarchiquement installées? C'était pas beau dans la ville de Cotonou. Il y avait des ventes à la sauvette, il y avait l'insécurité galopante et tout ça. On a besoin, même si on n'est pas riche, on peut être propre. Et le président l'a dit clairement. C'est pour ça que je vous disais, messieurs les journalistes, que c'est un problème de méthode. C'est un problème de méthode. On peut être pauvre et être propre. Est-ce qu'on a besoin d'aller casser avant d'être propre? Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire, dans tel axe, dans 2 ans, quand on aurait bien fait les études, on voudrait que tout soit fait de cette façon-là, que les boutiques soient de telle couleur, de tel encadrement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant ça, il faut casser, Monsieur le Président. Non. Parce qu'il faut casser avant de construire. Mais il faut d'abord faire les études. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand on casse, il faut aller mettre les gens quelque part. Les études ne sont pas faites. Et on va casser. Est-ce que vous n'avez pas vu que le chef de l'État est venu dire que les études prennent du temps? Mais pendant ce temps, ils ont cassé, ils ont tout cassé. Vous savez l'économie? Vous savez quelle implication les casses là ont pu avoir? Justement, on en parle. Oui, quelles sont les implications? Mais les business, les dames, les bonnes dames qui sont là, qui nourrissent. Moi, je connais des dames, j'étais tout petit. La dame, elle vendait de la cassa et du poisson avec du piment. Ses enfants sont sortis, sont allés à l'université. C'est avec ça que ça a été géré. Et c'est des business de proximité. On ne veut pas acheter à Kassa maintenant et on doit aller à 10 km ou à 5 km pour aller acheter la Kassa. Ce n'est pas possible.
Mais même si on devait en arriver là, il lui fallut construire d'abord l'endroit avant de dire, maintenant vous avez un endroit, vous déguerpissez ou vous libérez la voie. Mais on ne fait pas le contraire. Mais je n'ai pas compris ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est du business de proximité. Moi, j'ai mangé mon abobo à l'époque. C'est dans le quartier. Je ne peux pas partir pour aller faire des kilomètres avant d'aller manger. Oui, mais le monde évolue, M. Sébastien Javon. Allez dans les autres capitales. Je viens de rentrer d'Abidjan. Tracé. Vous n'allez quand même pas demander que Cotonou, la capitale, la vitrine de notre pays, continue pas à rester une ville sale. Je viens de rentrer d'Abidjan. Les baraques sont encore là. Je viens de rentrer de l'Europe, il n'y a pas longtemps, sur les Champs-Élysées. Je dis sur les Champs-Élysées, qu'on cesse de tromper le peuple. À Abidjan, on a cassé. À Lomé, on a cassé. Ce n'est pas seulement à Cotonou, ce n'est pas seulement au Bénin. Mais je vous dis, je viens de rentrer, je suis rentré hier d'Abidjan. J'ai vu des baraques, des boutiques qui étaient dans l'emprise de la voie. Mais bien alignés. Mais pourquoi ne pouvons pas nous demander à ceux-là de bien aligner, de mieux faire les choses? Je dis sur les Champs-Élysées, là. Les Champs-Élysées, vous savez ce que c'est que les Champs-Élysées pour la France? Bien sûr. Nous mangeons parfois sur le trottoir. Et c'est géré avec la mairie. Qu'on cesse de mentir au peuple. Heureusement que nous nous sortons. Je dis, à la date où je vous parle, à l'instant là même où je vous parle, il y a des boutiques qui sont là, où les gens préfèrent rester dehors que d'aller rester à l'intérieur du restaurant. Allez voir Agendas. Allez voir l'Entrecôte. Je n'invente rien. Mais tout est une question de méthode. Monsieur le Président du patronat, si vous permettez, le mal est déjà fait au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mener des actions pour limiter les dégâts sur le plan économique? Le seul conseil que je donnerai, en attendant que vous ne soyez prêts, réintégrer les gens. Mais où tout est cassé déjà? Vous voulez qu'on les réintègre? Mais les gens auraient même préféré qu'on puisse les réintégrer pour qu'ils continuent de faire leur business. En attendant que vous ne puissiez construire. Vous pensez que c'est encore possible de réintégrer? On parlera que le président fait du rétropédalage et ça pourrait lui nuire. Il vaut mieux faire du rétropédalage que de nuire à la population qui vous a élu. Mais le président de la République a dit, j'ai choisi de faire ce qui est impopulaire. Ces populations se sont installées sur l'espace public. On ne refuse pas. Mais c'est des populations qui ont toujours payé des droits et des taxes à la mairie. Mais si vous voulez arrêter, mais trouvez-leur un autre endroit. Mais c'est la preuve. Le président de la République a reconnu. Je veux maintenant construire. Encore que les marchés secondaires dont on parle, c'est pas au président c'est pas au gouvernement de construire, c'est la mairie. C'est la mairie. Alors, construisez d'abord ces abris. Même si vous voulez que ce soit des abris modernes, climatisés et tout, faites-les d'abord. Et par la suite, vous demandez aux gens, maintenant vous avez des abris, si vous ne vous déplacez pas, nous serons obligés de venir vous enlever. Nous allons évoluer dans cet entretien qui est censé durer normalement 90 minutes. On vient de faire 60 minutes. Nous allons évoluer sur des questions politiques maintenant. Aujourd'hui, on a l'impression que la vie politique tourne au ralenti au Bénin. Monsieur Sébastien Javon, dites-nous, comment appréciez-vous aujourd'hui les relations entre le président de la République et la classe politique? Merci beaucoup. Je dois dire que le chef de l'État a pris pour credo les réformes politiques en priorité. On s'aperçoit qu'à la fin des 12 premiers mois, le chef de l'État n'a pas pu réussir à faire la révision de la Constitution. À cause des mains visibles, comme peut-être la vôtre? Non, vous savez, je ne savais pas, je ne pensais même pas
que ça pouvait être l'affaire du chef de l'État seul. En fait, il avait fait une constitution taillée sur mesure. Vous Une pensez? constitution. Oui, madame. La constitution du Bénin devrait être quelque chose, ça devrait faire l'objet d'un consensus. On ne devrait pas voir que c'est taillé sur mesure, c'est fait pour le chef de l'État. Sinon, ce que je lui aurais conseillé, c'était qu'il voit tous les aspects, tous les acteurs qui discutent et qui disent qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas dans la réforme avant que ça n'aille à l'Assemblée. Je profite de cette occasion pour remercier les 22 plus 1 qui ont rejeté. Pourquoi vous les remerciez, monsieur Je Sébastien les Jabon? remercie tout simplement parce qu'ils ont eu la clairvoyance de savoir que c'était un marché de dupes. Je remercie aussi je ne remercie pas les autres, je dirais, je comprends ceux qui ont estimé qu'il fallait envoyer la révision de la Constitution, le projet, à la commission des lois pour amendement de bonne foi. Mais ce que les 23 autres ont dit, ils disent, si on envoie à la commission des lois, puisque c'était taillé sur mesure, il y avait beaucoup d'imperfections, il fallait corriger beaucoup de choses dessus, à chaque fois, il faut passer au vote par 42 pour accepter. Et les 42, c'est très facile de l'avoir. Ça veut dire qu'à la fin, au niveau de la plénière, nous aurons toujours le test sans qu'on ne puisse avoir à faire réellement des amendements dessus. Donc vous pensez que le Bénin se porte mieux avec sa constitution actuelle? Mais madame, c'est cette constitution qui a permis au président de la République d'être là. Non, tout le monde veut qu'il y ait une révision de la constitution. Vous l'avez d'ailleurs dit dans votre projet de société, Mais vous avez bien voulu sûr. qu'il y ait révision. Bien aussi. sûr, mais c'est une révision consensuelle. Ce ne serait pas la révision de Sébastien Jabon. Ce serait la révision du peuple. Et dans tous les cas, je dois vous dire que même si les 100% des députés à l'Assemblée avaient voté, il y a la jurisprudence qui est là. Le consensus, c'est le peuple. On irait quand même devant le peuple. Une constitution avec 6 ans d'amendement et qu'on ait peur de présenter ça au peuple? Non, je connais notre peuple. Si les choses qui sont dans ce projet sont bien enlevées et bien corrigées, le peuple votera à une grande majorité. Mais comme on avait voulu en faire un projet personnel, on avait peur que le peuple sanctionne. Mais le peuple est souverain. Monsieur Sébastien Jabon, voulez-vous dire que vous aviez eu à jouer un rôle dans cette affaire? Bon, vous êtes des journalistes, vous voyez bien ce qui se passe. Vous avez vu les députés qui ont voté pour? Parmi ces députés-là, vous n'avez pas vu qu'il y a un certain nombre qui, il y a presque un an, étaient derrière Jabon? Bien sûr. Bien sûr. Mais ils ont voté pour. Oui. Mais cela ne veut pas dire que Sébastien Jabon est pour. Ça veut dire que j'ai laissé libre cours. Demandez-leur si j'ai fait pression. J'en ai appelé au dernier moment 2 d'entre eux. Je dis, mais la tendance va au rejet, hein, pour qu'on retourne la copie au chef de l'État pour qu'il puisse corriger avant de renvoyer. Donc, je dois vous dire simplement que s'il y a eu de l'argent, eux-mêmes savent d'où est-ce que l'argent est arrivé. Pour moi, ça n'était pas un enjeu. Le président de la République a parlé de main visible, n'est-ce pas, dans le choix qui a été fait. Est-ce que vous vous retrouvez Pas du tout. dans ça? Pas du tout. Écoutez, j'ai demandé aux députés qui m'avaient accompagné de faire ce qu'ils veulent. La preuve, vous avez vu? Ils ont dit, j'ai discuté avec eux, ils disent non, nous voulons qu'on l'envoie au niveau de la commission des lois. Donc la recevabilité, nous voulons la voter.
par la suite, s'ils n'acceptent pas nos amendements, nous rejetons. Est-ce que les députés, à part 2 d'entre eux, est-ce que les députés qui ont voté contre étaient avec Ajavan? Pas du tout. Ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse se donner un peu de l'éthique. Il faudrait qu'il y ait de l'éthique dans la politique. Parce que si tout ce que vous dites, on dit, c'est des menteurs, plus personne ne vous respecte. Qu'est-ce que vous voulez dire par éthique dans la politique? Mais des Est-ce que gens... vous voulez confirmer ce que Mme Rosine Soglo a dit, que les choses circulent? Non, moi, je n'ai pas vu. C'est la doyenne, Mme Rosine Vieira Soglo, qui a dit, ils nous ont achetés. C'est pas bon. C'est pas bien pour nos députés. Et mieux, vous avez vu, quand nous on allait aux élections, et le président Talon, et Sébastien Javon, on avait peut-être une trentaine de députés. Tout le reste était allé de l'autre côté. Mais vous avez vu comment ils ont été laminés. Et dès qu'ils ont fini, on a fini les élections, on change de veste. Oui, je vais accompagner le président Talon. Quelle morale on laisse à nos enfants? Où se trouve l'éthique? La conviction, elle n'existe plus. Donc, je dis, il faudrait que la classe politique change. Il faut que ça change. Que le chef de l'État ne pense pas que c'est avec l'argent qu'il peut les régler. La preuve, il y a d'autres qui ont refusé peut-être de prendre. Mais on peut vous faire le même reproche, Monsieur le Président, puisque vous êtes désormais homme politique. Et beaucoup de Béninois pensent que c'est avec l'argent aussi que vous avez pu manœuvrer les acteurs politiques. Donc le reproche que vous faites au Président de la République pourrait vous être fait également à vous. Ce reproche ne pourra même pas être fait envers moi, puisque je viens de vous dire que ceux qui m'ont accompagné lors des dernières élections présidentielles ont voté pour. Bien que je ne sois pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse voter. Je suis d'accord qu'on puisse rejeter, qu'on lui redonne sa copie et qu'il aille discuter avec tous les aspects, les acteurs politiques, qu'on mette ce qu'on doit amender et puis qu'on envoie un projet qui ne soit plus projet président Talon, que ça soit projet du peuple béninois. Monsieur le Président, la Constitution a été rejetée. Le président Talon a sorti une nouvelle carte. Il avisera en 2021. Il peut être candidat en 2021. Vous savez, moi je dois vous dire clairement, je ne souhaiterais pas que la Constitution, dans le sens du mandat une fois renouvelable, soit touchée. Je ne souhaiterais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Talon pourra aviser, mais le peuple décidera. Il ne suffit pas de dire j'aviserai, je serai candidat. Non, ça c'est le choix du président Talon. Mais le peuple décidera s'il peut encore être le président de la République. Vous ne voyez pas comment on s'acharne pour éliminer Ajavan? Mais est-ce que vous-même... Ajavan n'a pas encore levé le petit doigt. Oui, mais monsieur Adjavon, dites-nous, est-ce que... je vais poser cette question, mais ça me rappelle déjà un débat qu'on a eu à faire ici avec vous. Est-ce que vous serez candidat en 2021? Comme je vous l'ai dit, en 2021, je mettrai la barre très haut. Je le dis pour la raison simple que si je ne sens pas que je dois venir pour rendre service, pour être utile et plébiscité par la population, peut-être que je n'y serai pas. Comment vous allez sentir ça? Nous sommes tous là. Vous venez de dire dans l'émission qu'il y avait beaucoup de rapprochements, beaucoup de coalitions qui se mettraient en place. Vous comprenez bien que si tous ceux-là se mettaient ensemble pour dire
Il faut que Sébastien y aille. Plus la ferveur populaire. Nous avons maintenant le temps de structurer les choses et de savoir ce qui se passe à chaque base. Monsieur Sébastien Ajavan, vous savez qu'au Bénin, il y a la foule et la population. Tout à Tel fait. que vous parlez, est-ce que vous ne risquez pas d'être embrouillé par la foule? Pas du tout, pas du tout. Nous avons mis 6 mois, nous avons fait des erreurs, nous allons corriger. Et dans tous les cas, 2021, c'est loin. Il faut qu'on travaille d'abord. Il y a les élections législatives, il y a les élections locales, communales, et après, il y a les élections présidentielles. Commençons par nous préparer pour les élections, les premières élections. Est-ce que la gestion Talon n'est pas un handicap pour vous? Parce que M. Patrice Talon est opérateur économique, vous êtes opérateur économique. S'il échoue, on dira que les opérateurs économiques ont échoué et que même cela pourrait vous créer des problèmes dans votre volonté d'accéder à la magistrature suprême. Aucunement, aucunement pas. Je dois vous dire, il y a plusieurs catégories d'opérateurs économiques. Je viens de vous dire que je n'ai jamais reçu un marché d'État. Je n'ai jamais fait un marché d'État. Ce n'est pas parce qu'on ne me propose pas. Mais je me suis dit, je ne veux pas m'essouiller les mains. L'opérateur économique que je suis est un pur privé et un social. Quel opérateur économique le président Talon est, je laisse le peuple juger. Ce n'est pas à moi de juger. Dans tous les cas, il n'est pas dit que Sébastien Ajavan doit forcément être le président de la République du Bénin. Que Dieu nous prête vie. Si je dois accomplir des œuvres plus grandes pour le pays, Dieu est au contrôle. Je laisse tout dans les mains du Seigneur. Vous venez donc de le dire, vous allez aviser, comme l'a dit l'autre. Mais en attendant, vous l'avez dit également que vous êtes maintenant un acteur politique. Où est-ce qu'on peut vous positionner sur l'échiquier politique aujourd'hui? Êtes-vous toujours un rupturien ou bien vous êtes un opposant aujourd'hui? Ou bien vous êtes dans le Bénin révélé? Vous êtes centriste. Oh, vraiment. Rupturien. Rupturien. C'est quoi? Révélé, Bénin révélé. révélé ou rénové? En tout cas, tout ce que En vous tout voulez. cas, moi, je vais vous dire ceci. Oui. Je suis Sébastien Ajavan et vous me connaissez. Tant que le chef de l'État, le gouvernement va poser des actes convenables, je serai toujours là pour accompagner. Je viens de vous dire que je n'étais pas contre la révision de la Constitution. Donc, je ne fais pas de la politique, je ne ferai pas de la politique aveugle. Mais quand ils feront mal, je serai là. Dans tous les cas, ni de près ni de loin, je ne suis associé à la gouvernance du président Talon. Vos 3 ministres sont toujours dans le gouvernement. Comment vous pouvez dire cela? C'est des adultes sous d'autres cieux. Suivez mes regards. Oui, mais vous faites une déclaration et demandez-leur de sortir du gouvernement. Tant qu'ils ne sont pas sortis, vous êtes liés par Absolument. les actes qu'ils posent. Vous êtes comptable. dans Leurs ce gouvernement. actes C'est vous vous qui engagent. les avez proposés. Je vais vous dire et vous redire que je ne suis engagé ni de près ni de loin à quelques actes qu'ils poseront au sein de ce gouvernement-là. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Pas à notre goût, monsieur le Qu'est-ce que président. vous voulez que je dise? Demandez-leur de quitter le sortir du gouvernement. Comme candidat Zana, il l'a fait par exemple. Ils sont adultes, vous l'avez dit, mais ils sont partis sous votre étendard. Les Là, journalistes- on verra bien votre mail qui Les sera visible. journalistes, vous êtes forts. Seulement que je dois vous dire, je ne tourne jamais autour du pot. Je vous ai dit, ce sont des adultes. Moi, là, s'ils ne tenaient qu'à moi, ils ne seront plus là. Vous leur avez demandé ça, ils ont refusé? Mais je viens de dire, s'ils ne tenaient qu'à moi, ils ne seraient plus là. Et comme c'est des adultes, ils ont des familles, je dois savoir raison garder. Mais en même temps, par rapport au choix des ministres, les politiques vous font le reproche d'avoir envoyé au gouvernement des personnalités qui ne sont connues d'aucune classe politique, qui n'ont pas un parcours politique, et que vous avez promu, alors que vous aviez autant, beaucoup de politiques qui vous avaient soutenu pour être président de la République.
Bon, peut-être qu'ils vous l'ont dit, mais moi, je n'ai pas eu un seul politique qui soit venu me le dire. Je dois vous dire, il y a 3 ministres sur 6 qui devraient être donnés. Si j'avais reçu les 6, j'aurais mis une dose politique. Et vous voyez, les politiques, vous leur parlez et ils ne font qu'à leur goût. Mais j'ai compris aussi que les acteurs non politiques pouvaient aussi rapidement se désolidariser. Puisque vous venez de dire, je ne peux pas aller les tirer de là où ils sont. C'est eux, en toute responsabilité. Maintenant, c'est des ministres de talent, du président talent. Ce n'est plus moi qui... Je les ai envoyés pour une mission. Et moi, je dis, je sors de la mission. Donc, je n'irai pas les tirer de là, les sortir de force de là. Ils vont en aviser, Monsieur le Président. Ah, comme d'habitude. Maintenant, ils vont en aviser. Si c'est peut-être en 2021, ils aviseront. Il faut leur laisser le choix de leur responsabilité. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire là-dessus, parce que je ne vois pas pourquoi on peut me reprocher aujourd'hui que j'ai mis que des gens. Je vais vous dire, il faut que vous compreniez, c'est le jour de la formation du gouvernement. Je vous fais cette confidence et que tout le monde doit comprendre, j'avais refusé d'y aller dans ce gouvernement. C'est toujours les conseils sur les conseils des hommes politiques que j'ai accepté. Parce que nous, chefs d'entreprise, quand on dit, on respecte. Le crash devait commencer depuis. C'est eux qui m'ont dit, il faut envoyer. C'est le jour même où le gouvernement se faisait que j'ai envoyé ces 3 noms. Je dois vous le dire aujourd'hui. Donc, sachez que je n'ai plus de ministre au gouvernement. Ils y sont pour travailler pour le pays avec le président Patrice Talon. Alors, Sébastien, c'est clair maintenant? C'est suffisamment clair. Sébastien clair. Ajavon, aujourd'hui qui porte une nouvelle casquette, la casquette politique. À quand la création de votre parti ou de votre mouvement politique? Parce que on ne fait pas la politique en restant chez soi. Il faut animer le terrain, il faut avoir un groupe de pression. Ce serait pour très bientôt. Vous savez, l'histoire de drogue pure, Cocaïne pure. cocaïne pure. Oui. Vous savez, je dois vous dire, c'est tellement allé loin. Ils sont allés jusqu'à dire que ça coûtait 9 milliards. Mais on a cherché sur Google, ça ne faisait même pas 200 millions de francs CFA. Et ceux qui l'ont dit sont encore libres de leur mouvement. Mais je dois vous dire, au passage, qu'ils avaient appris qu'on allait commencer par nous organiser sur le terrain. Et c'était la panique généralisée. Il faut qu'on trouve quelque chose à Javon pour qu'il ne puisse pas être candidat En en 2021. 2021. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Et ça, tous les jours que Dieu fait, on m'envoie des menaces pour dire, on t'a raté, c'est les fonctionnaires qui ont mal fait le travail, mais la prochaine fois, on ne te rattrape Oui, pas. mais On vous a dit ça? Mais vous je avez reçois reçu? des menaces. Oui, mais en Mais quoi- vous savez qui en vous quoi menace? Est-ce que vous avez... Mais je m'en fous des menaces, je suis un Béninois. Je suis né un jour. Et un jour, je repartirai. Oui, de mais en cette quoi est-ce que terre. vous constituez une menace, Sébastien Ajavon, vous-même? Mais en votre aucun âme- d'eux ne fait le en votre poids. âme et Aucun conscience. d'eux ne fait le poids. Le Si- poids financier Non, non, ou- c'est pas le poids financier. Quand vous voyez Candidat en même, 2021. quand vous voyez même Ajavon Sébastien, vous avez vu ce qu'il a fait en peu de temps de Oui, sa mais vie. laissez les Béninois vous apprécier. Ce n'est pas à vous de Mais vous apprécier. non, je ne m'apprécie même pas. Vous savez, les Béninois comprendront qui est Sébastien Ajavon. Mais il fallait laisser le président Patrice Talon. Il faut que tous les Béninois sachent ce qu'il est. Monsieur le Président, on vous dit également proche de Kwame Kouché, l'ancien ministre du président Bouniaï. Oui, mais proche de qui? C'est un jeune brillant.
Monsieur Komi, c'est un jeune brillant. Et à plusieurs fois, on a eu à faire des discussions ensemble. Je dois vous dire que le seul qui a pu me convaincre pour que je ne puisse pas réclamer des dommages et intérêts au régime du président Yahi, c'est lui. C'est pour cela que vous allez faire bientôt l'alliance au niveau de votre parti politique, ou bien ce n'est pas encore programmé? Mais on n'a même pas encore commencé la discussion, mais je serai preneur. De toute façon, il faudrait que je puisse parler avec la jeunesse. Aujourd'hui, je veux parler avec la jeunesse. C'est la jeunesse. Vous voulez être le candidat de la jeunesse en 2021. Mais ils se sont trompés sur moi. Les gens ont dit, il est égoïste. Je vais vous dire quelque chose. C'est quelqu'un qui est venu me voir pour dire, j'ai pris un étudiant. Il a dit, oui, à Javon, il est bon, il est bien. Et nous, égoïste, dit, il est égoïste. Et toi, égoïste. Pourquoi tu as dit qu'il est égoïste? Il dit, mais, et nous, il dit. Des fois, votre posture également laisse penser cela. Vous voyez, oui. Pourtant, ce n'est pas vrai. Celui qui est le plus proche encore de la population, c'est encore moi. Dans tous les cas, je ne suis pas assoiffé de pourquoi. Mais si Dieu décidait que je puisse apporter mon savoir-faire à cette nation, qui suis-je pour dire non? D'autres alliances sont également annoncées. On parle, entre autres, de votre contact avec le maire de Cotonou. Certains disent que l'ex-ministre de la Défense, démissionnaire également, est attendu à votre niveau. Le président Yahi Boni aussi. Le président Boni. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout ça là pour Sébastien Javon seul? Certainement qu'il est là. Ça veut dire que c'est fini, le match est joué. Ça veut dire que si j'ai tous ces gens qui hier étaient contre moi, aujourd'hui décidaient de m'apporter leur soutien, vous comprenez qu'il n'y a plus match. Donc, on n'en est même pas encore là. Laissons le temps au temps. Mais travaillons. Travaillons parce que je dois vous dire, malgré que j'ai pris la décision d'aller aux élections présidentielles 6 mois avant, j'ai tout prévu jusqu'à la fin de la première année. J'ai tout prévu. Vous, président, quel aurait été le bilan en un an? Moi, président, j'aurais construit des milliers de classes la première année. La première année. Parce qu'on en a fortement besoin. J'aurais donné de l'eau potable en un an à plusieurs endroits. Pas à tout le Bénin, mais à plusieurs endroits. J'aurais immédiatement baissé les droits et taxes. Immédiatement. Cela ne fera pas que je perdrai des recettes. Bien au contraire, nous savons le faire. Je dois avoir au moins les IRM, les scalaires, le plateau technique sur la santé, je l'aurais amélioré. Tout au moins, pour ne citer que cela. Et sur le plan de l'énergie? Je vais vous dire, pour l'énergie, il ne faut pas faire de la démagogie. J'aurais fait les mêmes choses que le président de la République a fait, mais à moins de coût. Je n'aurais pas loué au prix où ils ont loué. Et on n'aurait pas eu, on aurait un meilleur suivi puisque je suis dedans. On n'aurait pas continué d'avoir le délestage. On aurait eu quelques petites coupures. Il n'y a plus de délestage, ils l'ont dit. C'est pas vrai. Que quelques petites coupures. C'est pas vrai. Quand il y a une panne pendant 6 heures, c'est pas de coupure ça. Ça, c'est du délestage. S'ils appellent ça coupure, moi, il n'y aurait plus ces coupures-là. C'est le savoir-faire. C'est du savoir-faire. Et rien de profond, rien de bon ne peut se faire sans l'énergie. Et mieux, j'aurais déjà lancé activement les 4G au Bénin. Avant la fin de l'année 2016. Sur le plan de l'Internet. Sur le plan de l'Internet. Le nombre d'emplois que ça allait créer. Mais quand vous n'êtes pas préparé pour, il faut chercher les gens pour vous aider. Alors justement, si demain le président Patrice Talon vous tendait la main à nouveau, vous demandez à vous, Sébastien Germain Javon, de venir à nouveau l'aider
à construire le Bénin? Quelle sera votre réponse? Mais je suis déjà en train d'aider le président de la République en payant mes impôts et les droits de taxes. Malgré tous les problèmes, nous sommes toujours les premiers contributeurs de l'État. Ce que nous avons payé, c'est au moins 3 fois ce que le deuxième a payé. Au moins. Malgré les histoires de drogue, malgré les retraits de licence et tout, nous continuons d'être le premier contributeur. Et je dois vous dire au passage, nous n'avons encore renvoyé, nous n'avons pas encore renvoyé un seul employé. Malgré toutes les tracasseries. Mais accompagner le président Patrice Talon dans le gouvernement, ce n'est pas Javon Sébastien. Par des conseils pour construire notre pays? Ce n'est pas moi qui ai été élu. Et je dois vous dire quelque chose aujourd'hui que vous devez savoir. Je suis allé voir le président de la République. Je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pouvez interdire aux étudiants de faire des mouvements? Qu'est-ce que vous avez répondu? Mais je ne pourrais pas tout vous dire, mais c'est 2 semaines après, non, 2 semaines après que j'ai eu l'affaire de drogue. 3 semaines après. Vous faites un rapport avec ça? Mais parce que je lui ai dit, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'un président de la République peut interdire le droit de réunion, le droit de se mettre d'association, ce qui existait, et qu'il a abondamment profité. Sur ce plan-là, justement, vous pensez qu'on avance ou on recule? Mais on recule, c'est un recul sur les libertés. C'est un grand recul. Même, je suis allé plus loin, même si les jeunes ont eu à faire des actes répréhensibles, il faut juste mettre la sécurité là. Mais c'est encore là où vous pouvez les contrôler, c'est encore au campus. Mais si vous leur permettez de rentrer dans la rue pour aller faire les réunions ailleurs, vous ne contrôlerez plus rien. Mais le président de la République vous reprocherait aussi d'avoir des médias un peu trop critiques vis-à-vis de lui. C'est vrai? Ah, ces médias qui l'ont aidé à devenir le président de la République. Ce n'est pas le rôle des médias, vous le savez très bien. Les médias ne sont pas là pour aider quelqu'un à devenir président. Les Mais médias font leur boulot. je dois vous dire, à partir du moment où vous permettez à tout le monde d'intervenir, de sortir leur programme, de dire ce qu'ils pensent, c'est de l'aide que vous apportez. Puisque chez Soleil, personne ne prend de l'argent pour recevoir un politique. Pour recevoir qui que ce soit. Et je vous dis, j'ai compté même le nombre de fois pendant la période électorale où ils ont reçu les gens du président Talon. Il a profité de Soleil FM plus que le candidat à Javon que j'étais. Donc vous voulez dire que la liberté de presse et d'expression est menacée aujourd'hui? Laissez le peuple vous juger, chers journalistes. La vérité finira toujours par triompher. Faites vos sondages. Vous allez constater que vous êtes en train de faire du bon métier. Soleil FM est en train de faire un bon métier. D'autres sont en train de faire du bon métier. Mais je vous dis, Sika n'est pas une chaîne béninoise. J'ai voulu juste faire un contrat avec Idéal Production pour que l'emploi que Sika doit générer puisse venir au Bénin. Mais ils sont en train de le casser. Ils ont utilisé Idéal Production, qui est en contrat exclusif avec Sika. Voyez combien de fois ces chaînes-là les ont aidés. Sans un franc. Parce que nous, on ne peut pas nous acheter. Demandez-leur combien on nous a proposé. Et pourtant, nous avions dit non. Nous avions pris des engagements. Nous les honorons. Monsieur Sébastien Javon, alors, au regard du bilan que vous venez de présenter et avec le rejet du projet de révision de la Constitution, est-ce que vous n'avez pas peur que les choses soient encore plus dures dans les jours à venir? Maintenant, le président Patrice Talon a le
pouvoir, la possibilité d'avoir sa cour constitutionnelle, d'avoir son Assemblée nationale, d'avoir sa HAC dans les jours à venir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir politique du Bénin? Vous savez, c'est des choses qui ne me font pas peur. Le président de la République sortant, Yahya Boni, avait quand même eu sa cour constitutionnelle. Il avait quand même eu sa HAC. Il avait eu tout ce qu'il fallait. Mais quand l'heure a sonné, il est parti, oui ou non? Donc, le peuple béninois intelligent est un peuple mûr. Même si on a pu lui faire croire que j'étais le plan B, ils ont pu l'avoir une fois, mais ils ne l'auront pas la deuxième fois. Laissez le peuple béninois décider. Nous allons faire le travail de manière à ce que nous soyons prêts. Sébastien Ajavon est devenu homme politique, mais fera la politique autrement. Vous allez faire l'opposition? Vous serez le leader de l'opposition? Est-ce que vous allez contrôler une opposition contre Patrice Talon? Qu'est-ce que c'est qu'une opposition pour un petit pays comme le Bénin? Ce que je vous dirai, vous allez peut-être l'appeler opposition, parce qu'il s'y fait beaucoup de choses mauvaises, je dirai. Mais jamais, jamais, je n'irai l'applaudir quand il va faire de mauvaises choses. Jamais. Si c'est ça que vous appelez opposition, je l'assume. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes bien dans vos chaussures? Vous n'avez pas peur? Je suis né un jour, je dois mourir un jour, et c'est pas parce que on doit avoir peur de la mort qu'on ne va plus dormir la nuit. C'est là même où vous allez mourir. Ce que je dis, le chef de l'État a pris des engagements pour protéger la population. Donc vous comprendrez bien que s'il m'arrivait qu'un seul cheveu de ma tête arrivait à se perdre, il en sera le responsable. Il a le devoir de me protéger. Monsieur Sébastien Ajavon, est-ce qu'on peut considérer cette dernière intervention comme votre mot de fin? Je voudrais vous remercier de m'avoir permis de donner quelques-uns de mon point de vue. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont, de près ou de loin, prié pour moi dans cette période du 28 octobre au 4 novembre 2016, lors de cet événement. Je voudrais remercier toutes confessions religieuses confondues et je leur demanderai de continuer de me porter dans leurs prières, de porter le pays dans leurs prières pour que le Bénin se porte mieux. Je vous remercie. Merci Sébastien Germain Ajavon. Madame, Monsieur, ainsi prend fait donc cette émission spéciale de sa nouvelle vie d'homme politique en passant par le climat des affaires et l'actualité politique au Bénin. Sébastien Ajavon s'est livré sans réserve à nos questions. J'espère que vous aviez eu du plaisir à nous suivre. Quant à nous, Nadège Diwan, Donkla Mabalo et moi-même Joël Akhofodji, nous vous remercions de nous avoir suivis.